Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici ce soir, d'accueillir l'un de nos trois invités dans le cadre de cette soirée consacrée aux procès filmés, particulièrement à la place de l'image dans ces procès filmés. Et j'accueille donc avec nous en plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille, Éric Dussart. Bonsoir. Bonsoir. Je commencerai par une question assez simple. Quand on voit votre expérience comme journaliste, grand reporter à La Voix du Nord, vous avez tout particulièrement couvert pas mal de procès, depuis, je crois même l'affaire Dutroux, si on remonte très très loin. Je ne sais pas si c'était ça la première grande expérience. Si vous regardez... je crains que ce soit même encore plus encore vieux. Avant. Bon, je ne voudrais pas vous vieillir inutilement, mais quand vous regardez cette expérience-là, qui est la vôtre, quel regard vous portez sur la couverture de ces procès, le travail du journaliste dans des situations qui sont parfois pas très évidentes? Je couvre en fait des procès depuis 1995. Et ça m'a donc donné l'occasion de couvrir des procès extrêmement médiatisés. Et d'autres fois, parce que pour des questions d'organisation dans ma rédaction, et parce que ça m'intéresse aussi, je vais couvrir des procès ici, dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, devant les assises. Et il m'arrive d'être seul dans la salle. Et d'une manière comme d'une autre, la justice suit son cours. Et la priorité, la deuxième priorité que doit avoir la justice, c'est justement de juger sereinement. Il m'est arrivé de regarder, et beaucoup de gens, je pense, de regarder les images du procès Dominici. Oui. C'était en 1954. Ces images sont datées essentiellement par le comportement des journalistes à l'ouverture de l'audience. C'est-à-dire, les journalistes étaient partout, entre la cour et la barre des témoins, entre la barre et le box des accusés. Il y avait des questions, j'allais dire à l'arraché, comme ça, oui. Presque. Bon, ce sont des choses, heureusement, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mmh. Et à l'autre bout de tous ces comportements-là, il y a parfois la volonté de la part de la justice de juger à huis clos. C'est arrivé, notamment le fameux procès d'Outreau, oui, qui a eu lieu ici à Saint-Omer. Qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup de bruit. Dans un tout premier temps, la Cour voulait le juger à huis clos. Il y a eu un débat très long là-dessus, hein, et finalement, la publicité a été ordonnée. Alors, entre ces deux extrêmes, il y a une ligne à trouver où chacun doit rester à sa place, les journalistes aussi. Mais rester à sa place, ça veut dire avoir quand même accès à tout ce qui se joue dans un procès. C'est-à-dire à tout ce que dit l'accusé, à tout ce que dit l'accusation. Voilà. Et de ce point de vue, je crois que on a beaucoup avancé, notamment en se parlant, les magistrats et les journalistes. On a trouvé sa place, peut-être. Oui, c'est ça. On a beaucoup avancé parce que le procès Dominici, dont on a fait référence il y a une minute, il avait marqué un arrêt total de la présence du journaliste équipé à l'intérieur de la salle d'audience. Hein. C'était alors bon, depuis Robert Badinter, il y a eu quelques assouplissements. Aujourd'hui, à raison de précautions, oui, on peut filmer certains procès. Donc on avance. Éric Dupond-Moretti a fait adopter en fin d'année dernière une loi qui va encore un peu plus loin, mais toujours très encadrée. Hein, mais voilà, je crois qu'on avance. Et tout ça, je crois qu'il y a deux buts principaux à poursuivre. Je viens de parler du premier, qui est une justice sereine. Et puis le deuxième, qui n'est pas beaucoup moins important, c'est comment les gens comprennent ce qui se passe à l'intérieur d'une salle d'audience. Voilà. Ça, je pense que l'un des principaux intérêts de l'image dans la salle d'audience, c'est ça. Vous me tendez la perche justement parce qu'ici on a installé une exposition en salle Berrier. Ça tombe bien, on a un petit teasing, un petit montage à vous proposer. Faites entrer l'accusé. Accusé, veuillez vous lever. J'ai le sentiment, et je demeure dans ce sentiment, que je n'ai fait que mon devoir. C'est le procès de Maître Vergès qu'on vous a fait aujourd'hui.
Voici les réponses de la cour d'assises aux questions qui lui étaient posées. La cour et le jury réunis, après en avoir délibéré et avoir voté conformément à la loi, condamne à la majorité Klaus Barbie, Octavia Nganzi, Maurice Papon, à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, peut-être pour achever et puis boucler la boucle, si je puis dire, ces images nous sont fournies aussi parce qu'on travaille en partenariat avec les archives nationales. Vous le rappelez, il y a cette loi qui encadre très bien, la loi dite Badinter de 1985, qui situe justement comment doit-on filmer, quelle est finalement la place du magistrat. C'est ce qu'on évoquera dans quelques instants aussi lors de cette conférence débat. C'est finalement le magistrat qui est le véritable chef d'orchestre, qui dit à un moment donné, je coupe le micro, on diffuse ou on ne diffuse pas ces images-là. J'avais aussi le sentiment, en regardant ce montage, en ayant vu aussi le dispositif V13, comme on le disait, en rapport avec ces attentats de novembre 2015 à Paris, ce qui se passe depuis hier à nouveau à Bruxelles pour les attentats de mars 2016. Il y a une dimension supplémentaire avec cette place de l'image, des écrans de plus en plus omniprésents aussi. Qu'est-ce que ça change pour un journaliste? Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? Et peut-être implicitement pour le public qui vient aussi, est-ce un bien? Est-ce que dans 50 ans, un plus grand public aura tout le bénéfice de ces images-là qui se mesurent en téraoctets aujourd'hui? Alors, pour le journaliste, à mon sens, ça change pas grand-chose. En tout cas, ça ne gêne pas, parce qu'il y a ça aussi, la maîtrise qui est acquise aujourd'hui. De filmer une audience. Aujourd'hui, les gens qui sont chargés de ça font ça de manière très discrète. De ce point de vue, je pense que ça ne change pas grand-chose. Après, il y a le fait de savoir que c'est filmé. Là, est-ce que parfois certains témoins retiennent ou se retiennent d'aller plus loin dans le témoignage? Ma foi, ça c'est difficile, eux seuls peuvent le dire. Et puis s'agissant du public, moi je crois que j'ai vu beaucoup de salles d'audience, et même celles, vous faisiez référence à cette V13, même celles des attentats du 13 novembre, il est parfois arrivé qu'elles soient trop petites. Oui. Qu'on refuse du public. Alors, de ce point de vue, oui, filmer l'audience... c'est pas mal. Non, c'est plutôt bien même. Parce que si on resitue pour peut-être les personnes qui n'ont pas ce dispositif en tête, ça permet la captation et l'enregistrement, mais également la rediffusion en divers endroits. Et ce tribunal de Paris qui est immense, avec parfois 3-4 salles, en plus de la salle des criers, on pouvait aller... Au début, il y en avait 9. Et il y en avait 9 au début. À Bruxelles, je crois que c'est 12. Enfin, c'est exponentiel finalement, cette place-là aussi. Oui, mais il faut juste se souvenir que je sais pas, il y a 20 ans, dans des procès très médiatiques, ça n'existait pas. Et on voyait du public faire la queue, même pendant les salles d'audience. Enfin, voilà, il y a une frustration, il y a une vraie frustration de ce point de vue qui est soignée, là, avec les salles de retransmission. Éric Dussart, merci beaucoup. Et donc nous partons maintenant pour notre conférence débat, donc ce soir, qui a lieu à l'Université catholique de Lille. Je vous remercie pour votre attention.